Stéphane Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en art aborigène. Qu'est-ce que c'est que l'art aborigène? L'art aborigène repose sur une culture ancestrale, plurimillénaire, la culture des peuples aborigènes d'Australie. Ce sont des peuples qui sont installés sur ce territoire depuis au moins 60 000 ans, peut-être voire même 70 000 ans. Ce sont des peuples qui viennent du nord de l'Australie, qui se sont répartis à travers tout le continent et qui ont développé une culture très particulière qui repose sur le fameux temps du rêve, ce temps de la création du monde, ce temps où de grands ancêtres, des esprits éternels, seraient partis sillonner l'Australie pour lui donner sa forme actuelle. Dans la vie quotidienne, mais aussi dans leurs cérémonies et dans leurs formes artistiques, les aborigènes relatent des épisodes de ce temps mythique du rêve. Est-ce que les aborigènes représentent dans leur peinture uniquement ce temps du rêve ou d'autres choses? Lorsqu'un aborigène naît quelque part, il va naître sur le lieu de passage d'un ou de plusieurs ancêtres. Il va donc hériter d'une ou de plusieurs histoires. Ces histoires, ça va être vraiment sa carte d'identité, vraiment son ADN. Et dans sa peinture, l'artiste aborigène va relater certaines parties de ce rêve, certaines histoires, et il va ainsi transposer sur toile des épisodes de ce temps mythique. Il va faire corps avec son œuvre, il va relater dans son travail des épisodes tout à fait extraordinaires qui ont été vécus par ses ancêtres au temps du rêve. Et en peignant, il va lui-même devenir une incarnation, une sorte d'incarnation de cette figure ancestrale. Depuis la nuit des temps, les aborigènes peignaient sur le sol lors de cérémonies, sur le corps, lors des danses cérémoniales également. Mais il a fallu attendre les années 70 pour qu'à Papunya, en plein cœur du désert, émerge cette peinture aborigène contemporaine. C'est le fruit d'une rencontre entre un homme extraordinaire qui s'appelait Jeffrey Bardon et les anciens de la communauté. Jeffrey est arrivé dans cette communauté comme instituteur. Il a vu des enfants en train de dessiner des motifs sur le sol. Il a compris que ces motifs étaient signifiants. Et très rapidement, il a proposé aux anciens de Papunya de réaliser sur les murs de l'école une fresque associée à l'histoire ancestrale de la fourmi à miel, ce fameux ancêtre qui a créé Papunya. C'est à partir de ce moment-là que la peinture sur toile a fait son apparition. Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre en particulier pour illustrer votre spécialité? J'aime beaucoup le travail de Ngura Napurula. C'est une femme intéressante à plus d'un titre. Non seulement elle fait partie de cette première génération de femmes qui a commencé à peindre dans les années 70 à peu près, et qui fut l'une des premières, après avoir travaillé avec son mari, dès la fin des années 70, début des années 80, à entreprendre une carrière solo et à être reconnue pour son style si particulier, presque en bichromie, économie de couleurs, beaucoup de matière, quelque chose de très gestuel. Elle a quelque chose dans son travail d'étonnant. Elle prend souvent l'exemple de ces œufs battus en neige, avec l'impression que la matière va être mixée et qu'on va avoir une émulsion qui va se répandre sur la toile, tout en laissant transparaître en arrière-plan la couleur du fond qui va permettre à l'œuvre de sortir d'elle-même, de devenir comme quelque chose en 3 dimensions. On a quelque chose d'extrêmement dynamique dans le travail de Ngura. Un premier fond en arrière-plan qui va vous servir de base d'écriture, puis des symboles qui viennent se poser dessus et qui prennent un sens graphique très marqué, très profond. Ces formes oblongues, qui sont d'ailleurs des bâtons que les femmes utilisaient pour aller chercher leur nourriture à travers le désert australien. C'est une thématique intéressante chez Ngura puisqu'elle est toujours associée à des sites sacrés qui se trouvent dans l'ouest du désert australien. Ce sont des sites que les femmes ont traversés depuis la nuit des temps. Et quand Ngura les peint, elle rejoue ce voyage ancestral, elle se déplace à travers ce territoire et elle s'arrête autour de ces différents rochers sur lesquels les femmes écrasent ces raisins pour en faire une pâte et en faire un pain de brousse. Il y a donc tout un cérémoniel autour de cela. On a une œuvre que je trouve assez étonnante, très graphique, très moderne et en même temps très connectée à la terre, très connectée au territoire. Les aborigènes ne possèdent pas la terre, ils en sont les dépositaires. Donc peindre, c'est rendre hommage à la terre et c'est continuer un chaînon de vie. Est-ce qu'on est dans un cadre symbolique ou simplement décoratif?
Dans la peinture aborigène, tout ce qui est représenté est signifiant. Il n'y a jamais d'éléments décoratifs dans une peinture aborigène. L'aspect décoratif peut nous paraître à nous, en tant qu'occidental, se manifester lorsque l'on regarde une œuvre, mais pour les aborigènes, c'est avant tout un morceau d'histoire. Peindre, c'est raconter sa terre, c'est raconter son histoire familiale, c'est raconter son environnement. Ne pas peindre, c'est risquer que cette partie du monde, cette partie de nous-mêmes, ne disparaisse. Tout ce qui est représenté sur une toile évoque donc à la fois la présence humaine, c'est le cas par exemple de ces formes en U qui symbolisent les personnes assises en tailleur sur le sol, les bâtons qui sont les bâtons à fouir qui servent aux femmes lors de leur voyage, les pierres sur lesquelles on écrase les baies sauvages, notamment ces fameux raisins que l'on peut manger comme tels ou bien laisser sécher pour en faire une farine et ensuite faire du pain de brousse. Les pointillés qui sont sur l'ensemble de la toile évoquent la nature du sol sur lequel les femmes bougent, évoluent. Et c'est donc une représentation à la fois abstraite pour nous, mais très figurative et très signifiante pour eux. On est effectivement très éloigné de nos considérations artistiques, culturelles, historiques de l'art occidental. En quoi consiste votre travail d'expert? C'est quoi, pour vous, d'expertiser une œuvre aborigène? En quoi est-ce que cela consiste? La particularité de l'art aborigène, c'est qu'un artiste a une famille proche, une famille de sang, mais aussi une sorte de famille clanique, souvent très très élargie. Et selon les besoins du quotidien, certains artistes qui ont une réputation importante se voient souvent sollicités par d'autres personnes proches de leur environnement et sont donc souvent confrontés à ce qu'on appelle une sorte de humbugging, c'est-à-dire que les gens viennent les voir, prennent la manche et leur disent voilà, j'ai besoin d'un peu de sous, etc. Donc il y a eu une tendance malheureusement en Australie où certains artistes se sont vus récupérer par ce qu'on appelle des marchands de tapis, carpetbaggers, qui sont des gens qui vont exploiter ce filon en faisant travailler les artistes souvent à prix réduit, ou bien en faisant travailler d'autres personnes de la famille, prétextant qu'il y avait une sorte de lien familial qui les autorisait à peindre le rêve en tant que tel. Donc souvent, les gens se retrouvent confrontés à ce problème-là, c'est-à-dire qu'on a sur le marché des Picasso. Ce ne sont pas des faux Picasso, mais c'est peut-être pas Pablo, c'est peut-être Robert ou Marcel. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Lorsque les artistes travaillent dans certaines situations, ils peuvent être amenés à travailler avec plus ou moins de confort, plus ou moins de vigilance, plus ou moins de minutie sur leurs œuvres. Et très souvent, on va voir que selon les contextes dans lesquels les œuvres sont créées, selon l'origine des œuvres, la qualité n'est pas du tout la même. Donc ce ne sont pas forcément des problèmes de faux, mais ce sont plutôt des problèmes de contexte dans lesquels les œuvres sont créées. Et c'est donc là que vous intervenez afin de juger ou de nous aider à déterminer si une toile est de qualité ou si c'est une toile qui a été faite un peu pour la butte Montmartre. Alors, c'est un petit peu ça. Mon travail ne consiste pas à juger, mais il consiste à éclairer le visiteur sur ce qu'il achète et lui dire, voilà, de façon très factuelle, on sait que les œuvres de tel ou tel artiste important, c'est le cas par exemple de Ngura Napurula, qui se trouve dans des collections de musées, des collections prestigieuses. Les œuvres de Ngura viennent toutes du centre d'art de Papunyatula Artists Limited, qui était le premier grand centre historique en Australie. Si vous trouvez des œuvres de Ngura qui viennent d'autres provenances, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire que... Voilà, mais ce n'est pas forcément un choix qui serait fait par un musée ou par un collectionneur avisé. Selon les conditions dans lesquelles les œuvres sont créées, elles vont être vendues avec un certificat d'origine, un certificat d'authenticité. Ce certificat va permettre de retracer la provenance exacte de l'œuvre et les conditions dans lesquelles l'œuvre a pu être créée. Au dos d'une œuvre aborigène, vous avez généralement quelques éléments qui vont vous indiquer d'où provient cette œuvre. Tout d'abord, une inscription avec la mention du centre d'art ou de la coopérative ou de la galerie ou de l'agent qui a été le commanditaire originel de l'œuvre. Vous avez d'autres éléments qui peuvent être liés par exemple à la dimension de l'œuvre et surtout un numéro d'identification qui prend tout son sens lorsque vous avez le document d'authenticité qui l'accompagne.
C'est le cas par exemple pour une œuvre provenant de Papounia, comme ici, un certificat qui va vous permettre de mieux comprendre ce qu'il en est. D'abord, c'est un élément de traçabilité. Vous avez dessus les éléments qui sont liés à l'artiste, mais aussi ce fameux numéro que l'on va retrouver indiqué en bas de la toile. Ce document-là, qui se présente sans photo de l'artiste, mais qui est signé par le responsable de la communauté, est donc très important en cas de revente de l'œuvre. Lorsque vous avez un certificat où vous voyez un artiste en train de tenir une œuvre comme un tapis, c'est ce qu'on appelle une œuvre de marchand de tapis. Et généralement, l'œuvre est de moins bon pédigré qu'une œuvre provenant d'un centre reconnu ou d'une galerie reconnue. Chaque document d'authenticité en anglais est accompagné, lorsque je présente une œuvre, d'un certificat en français qui est également cacheté avec mon cachet de la Chambre nationale des experts spécialisés en objets d'art et de collection et également de mon cachet sec. Est-ce que cela implique une forme de responsabilité de votre part? Bien sûr, d'abord, ça, tout comme une facture, à partir du moment où vous vendez une œuvre où une facture a été mise, et bien sûr, cela vous engage. Le certificat accompagnant l'œuvre est un élément de plus à la fois dans la crédibilité que vous apportez à l'œuvre elle-même, mais aussi dans votre propre suivi. Vous avez une responsabilité sur un grand nombre d'années, évidemment. Vous avez appelé ce Jeffrey par son prénom. Vous semblez assez proche de vos toiles, des artistes qui sont derrière. Est-ce que vous les connaissez personnellement? Est-ce que vous avez été présent sur place? Comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'art aborigène? Alors, je n'y étais pas en 70, je suis né en 69, donc c'était un petit peu juste. En fait, j'ai vécu une année en Australie dans les années 1995-96, dans le cadre d'un Working Holiday Visa. Et j'ai eu la chance de découvrir un pays absolument fascinant. Je n'y connaissais rien, je connaissais un petit peu le kangourou et les koalas, et puis c'est tout. Et puis j'ai fait des rencontres. J'avais fait l'école du Louvre à Paris, j'avais travaillé dans les musées, au Trocadéro notamment, et je suis parti en Australie avec l'idée de travailler dans un musée. Et sur place, je me suis surtout rendu compte qu'ils n'avaient absolument pas besoin de moi dans les musées, mais qu'en revanche, il y avait une culture absolument extraordinaire, qui était celle de la culture aborigène. Et j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres, de partir dans le désert, de rencontrer dans certaines communautés des responsables qui m'ont confié des œuvres. Et je suis rentré à Paris avec l'idée d'ouvrir une galerie. Et depuis 25 ans maintenant, je prêche la bonne parole. Enfin, j'essaye de prêcher la bonne parole. Stéphane, vous avez voulu nous parler de cette œuvre en particulier. C'est étonnant parce que j'ai presque l'impression de voir un Popova ou un Lissitsky, enfin quelque chose de l'avant-garde russe du début du XXe siècle. Pourquoi avez-vous choisi cette œuvre? Absolument, j'ai voulu montrer une œuvre d'Abiloï Kémaré qui représente le rêve de la poule sauvage. C'est une thématique très particulière qu'elle a héritée de son père et qu'elle transpose sur toile en évoquant à la fois au centre le lieu de nidification de l'oiseau, mais aussi tout le territoire constitué de graminées que l'animal est allé picorer. Et pour représenter ce territoire, elle va utiliser une technique très caractéristique de la peinture aborigène, la fameuse technique du pointillé. Pour ce faire, elle va prendre une petite pique en bois, une pique à brochette, qu'elle va tremper dans un petit godet de peinture. Il va donc y avoir une goutte qui va perler, qu'elle va poser sur la toile, jamais de dessin préliminaire, directement posée sur la toile. Et elle va en faire une succession de 8-10 points. Et puis elle va reposer sa pique dans le godet et recommencer l'opération de nombreuses fois. C'est ce qui va donner à l'œuvre ce sentiment presque de peinture futuriste, cet extraordinaire dynamisme et aussi ce côté totalement fourmillant. Y a-t-il une symbolique au pointillé? Oui, bien sûr. Le pointillé en lui-même représente la nature du sol sur lequel vous vous situez. Donc en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, que ce soit le désert comme derrière moi, ou au contraire quelque chose d'un petit peu plus végétal, le point, la couleur du point va vous donner un sentiment, un ressenti de l'endroit où vous vous situez. On l'a vu dans l'œuvre précédente où on avait cette sorte d'ocre marron qui représentait la terre. Est-ce qu'il y a une symbolique à la couleur ou pas? Ce qui est extraordinaire dans la peinture aborigène, c'est qu'évidemment, vous êtes face à du récit. On raconte une histoire. Donc la couleur, le geste est là pour appuyer des éléments de l'histoire en question.
Les couleurs, il y avait des couleurs traditionnelles dans le temps. Les couleurs que vous avez posées sur le corps étaient évidemment des couleurs codifiées qui étaient en lien direct avec la terre. Mais depuis les années 70 et depuis la naissance de la peinture aborigène contemporaine à Papounia, les artistes utilisent des acryliques de couleurs très variées. Donc ce sont les couleurs de la vie, hein. Vous pouvez avoir des bleus éclatants, des jaunes éclatants. Toutes les couleurs sont possibles. Vous avez une palette incroyable. Certaines couleurs restent codifiées, mais pas toutes. Vous me rappelez le titre de l'œuvre ? Le rêve de la poule sauvage ou de l'outarde d'Australie. Et peut-on voir une outarde dans cette représentation ou ce n'est pas du tout le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est simplement la présence de l'animal ou de l'ancêtre est représentée uniquement par son environnement. On sait que c'est son environnement, donc il est associé à l'ancêtre. Vous vouliez nous présenter une autre œuvre qui est juste à côté, si je ne m'abuse. Pourriez-vous la prendre et nous la montrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le mot aborigène signifie peuple de l'origine, aboriginé. En Australie, vous avez deux populations autochtones très distinctes. Vous avez d'une part les aborigènes, vous avez d'autre part les insulaires du détroit de Torres, qui vivent dans le nord de l'Australie, entre la barrière de corail et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sont des peuples de la mer, et donc leur mythologie est très différente. Ce sont des peuples qui vivent en Australie depuis à peu près 9000 ans, d'origine mélanésienne, et qui évoquent des figures ancestrales qui sont associées au monde marin. Vous avez ici notamment cette trombe, ce mouvement atmosphérique très particulier, où de l'eau jaillit de l'océan pour s'élever dans les airs, et bien évidemment, vous avez la présence des esprits, comme dans la partie inférieure de cette œuvre, réalisée par l'artiste Denis Nona. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit pour un aborigène? C'est une incarnation à la fois mythique et réelle d'un événement, soit un personnage, soit un animal, qui va reconstituer le paysage, qui va reconstituer la mythologie, qui va être en fait votre ancêtre. C'est une sorte de figure ancestrale, c'est lui qui va avoir constitué votre patrimoine culturel, familial, artistique. Et lorsque vous êtes né sur l'île de Badou, en plein cœur du détroit de Torres, les esprits de la mer sont aussi les esprits qui vous ont guidé dans votre vie quotidienne. Ils vous ouvrent la voie de la pêche. Ils vont finalement permettre de régir toute la société. Je pensais que vous étiez spécialiste en art aborigène, mais maintenant je comprends mieux ce que vous racontez sur le site web en disant que vous êtes expert en art d'Australie. Exactement. Dans ma spécialité, je représente à la fois des artistes aborigènes du désert ou des parties nord de l'Australie, mais aussi les peuples insulaires du détroit de Torres qui sont eux d'origine mélanésienne, une culture un petit peu différente, avec aussi des œuvres totalement différentes, avec gravures, sculptures, etc. Et je représente aussi quelques artistes de tradition occidentale. Stéphane Jacob, merci.